Épouse, mère et star de la télévision, elle a été tuée par une femme que sa famille décrit comme s'étant présentée comme professionnelle médicale diplômée. Mais la femme qui se faisait appeler, je cite, « la dame des fesses », est maintenant une meurtrière condamnée pour ce qu'elle a fait. Et ce qui est choquant dans une histoire déjà choquante, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un de ses patients meurt sous sa surveillance. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La famille de la victime soutient que la mort de leurs proches aurait pu être évitée et que davantage aurait pu être fait. Une femme nommée Libby Adam. Maintenant, je veux vous montrer la photo d'identité judiciaire de Libby Adam. La voici. Sur la côte ouest, elle était connue sous un surnom qui était certainement mémorable. Et ce surnom était, je cite, « la dame des fesses ». On l'appelait ainsi à cause d'une procédure pour laquelle elle se présentait soi-disant comme une experte. La Food and Drug Administration n'approuve pas cette procédure. Une procédure où quelqu'un injecte du silicone dans les fesses de quelqu'un pour en augmenter la taille et la forme, une procédure d'augmentation des fesses. La Food and Drug Administration a en fait publié un avertissement concernant cette procédure en 2017, disant que les gens doivent vraiment faire attention s'ils veulent la faire. Ils devraient vraiment vérifier que la personne effectuant la procédure est autorisée. Ces préoccupations ont eu des conséquences concrètes le 24 mars au domicile de l'actrice de 58 ans, Cyndiana Santangelo. Elle avait une carrière assez longue et très réussie à la télévision à Hollywood. Elle a joué dans Urgence et les experts, Miami. Ce jour-là, le 24 mars, la dame des fesses est venue lui faire des injections de silicone chez elle. Après ces injections dans ses fesses, des complications sont survenues pendant la procédure. Cette mère de 2 enfants est décédée à l'hôpital après y avoir été transportée d'urgence. La cause de son décès était une embolie fatale à la suite de ces injections de silicone. Libby Adam, la dame des fesses, a été arrêtée et elle a été inculpée de meurtre au second degré. Les procureurs ont soutenu qu'elle connaissait les dangers de cette procédure et qu'elle n'était pas correctement autorisée à la pratiquer. De façon choquante, ce n'était pas la première fois que Libby Adam était condamnée en lien avec la mort de quelqu'un à qui elle pratiquait cette procédure. Regardez cette vidéo de KABC datant de 2024 où Libby Adam et sa fille Elisa Galaz, 25 ans, ont été condamnés pour homicide involontaire et exercice illégal de la médecine sans certificat. Maintenant, cette affaire était liée à ce qui s'est passé en septembre 2019 lorsque cette femme, Carissa Rajpal, âgée de 26 ans, a subi 3 interventions d'augmentation des fesses en l'espace d'1 mois seulement. Elle a été injectée illégalement avec du silicone par Galaz et sa mère. La dame des fesses et sa fille ont été condamnées à une peine de prison l'année dernière. Reconnue coupable d'homicide involontaire, Adam a été condamné à 4 ans et 4 mois de prison, et sa fille Galaz à 3 ans et 8 mois. Pourquoi ne sont-elles pas en prison? Dans cette affaire d'homicide involontaire, un juge a ordonné l'an dernier la libération des 2 personnes, pourtant déjà purgées. Elles étaient en détention provisoire en attendant leur procès depuis 2021. Maintenant, même si elle était responsable de la mort d'une cliente, Adam n'avait pas arrêté de pratiquer l'intervention, ce qui l'a mené chez Cyndiana Santangelo à Malibu, moins d'1 an après avoir été condamné pour homicide involontaire. Avant d'aborder l'argument de son avocat, je précise que, d'après le Los Angeles Times, au procès de 2024, les procureurs affirmaient posséder une vidéo montrant Libby Adam s'enfuyant d'un salon de Los Angeles en 2018, alors que les ambulanciers intervenaient auprès d'une femme décédée après des injections. Mais aucune accusation n'a jamais été déposée dans cette affaire. Ainsi, les procureurs dans cette affaire ont allégué qu'Adam pourrait être responsable, désormais, de la mort de 3 personnes au total à cause de cette procédure pour laquelle elle n'était pas autorisée. Dans l'affaire Cyndiana Santangelo, le procès d'Adam s'est achevé avec ce verdict selon KABC. Nous, le jury dans l'affaire susmentionnée, déclarons Fennet Libby Adam coupable du crime de meurtre au second degré sur la personne de Cyndiana Santangelo. Les jurés ont reconnu Adam coupable de meurtre au second degré. Ils l'ont également reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine, ce pourquoi elle avait déjà été condamnée l'année dernière, en 2024, ainsi que du chef d'accusation d'homicide involontaire. Selon le Los Angeles Times, les procureurs ont présenté comme preuve des échanges entre Adam et Santangelo avant le rendez-vous pour démontrer qu'Adam était celle qui avait réalisé la procédure et était responsable de la mort de Santangelo. Mais la défense d'Adam affirme le contraire. Ils soutiennent qu'Adam n'était pas responsable de ce qui s'est passé.
Ils disent moi qu'elle n'a en fait pas réalisé la procédure, que cela devait être quelqu'un d'autre. Ils affirment qu'Adam travaillait uniquement comme consultante pour des médecins autorisés à réaliser cette procédure, mais seulement au Mexique. Ils vont faire appel du verdict. Adam sera condamné le 2 novembre. Il est important de noter que le meurtre au second degré entraîne une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison en Californie. Nous accueillons Nima Romani, président de West Coast Trial Lawyers et ex-procureur fédéral, pour discuter de cette affaire. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime, cette affaire venant de votre région à Los Angeles. Je voudrais commencer par la défense, où elle a soutenu qu'elle n'était pas celle qui avait réellement effectué la procédure. Que pensez-vous de cette stratégie de la part de ses avocats? Chris, c'est une défense, mais pas une bonne, et il n'y avait vraiment pas beaucoup de défense possible ici. Dans la première affaire, la défense c'était « Écoutez, je n'avais pas l'intention de le faire ». Ainsi, on est passé de meurtre à homicide involontaire. Mais inculper une seconde fois pour un autre décès, la défense « Je ne voulais pas le faire » ne tiendra pas. Tu dois changer de stratégie et dire que ce n'était pas moi. Maintenant, l'argument avancé par la défense est que, vous savez, elle est arrivée après les faits. Quelqu'un d'autre lui avait fait l'injection. Elle était là pour une raison de consultation. Cela n'avait guère de sens, surtout avec des messages textes coordonnant l'injection de silicone. Donc, je ne suis pas surpris que les jurés aient vu clair là-dedans et qu'elle ait été condamnée. C'est intéressant car lors de la première condamnation l'an dernier, elle a été jugée pour homicide involontaire. Cette fois, elle l'est pour meurtre, ce qui rend l'affaire choquante. Pourquoi? Alors que cela semble très similaire, vous savez, faire ces procédures d'augmentation. Mais cette fois, sa cliente meurt à nouveau et elle est condamnée pour meurtre. Pourquoi? Cette fois, elle a été condamnée pour meurtre selon une théorie d'indifférence délibérée ou de cœur dépravé. Donc, évidemment, on ne peut pas être accusé de meurtre uniquement si on a l'intention de tuer quelqu'un et qu'on le tue réellement, mais on peut aussi être accusé de meurtre si on a un cœur dépravé. Et l'exemple classique donné à la faculté de droit, c'est, vous savez, tirer dans un bâtiment abandonné, n'est-ce pas? Ou dans ce que vous pensez être un bâtiment abandonné. Vous ignorez si quelqu'un est à l'intérieur ou en danger de mort, montrant une indifférence à la vie humaine. Et dans ce cas précis, parce qu'elle avait déjà été condamnée une fois pour avoir tué un patient, elle joue à la roulette russe avec la vie des gens. Et c'est comme ça qu'on dépasse l'homicide involontaire, qui bien sûr est de la négligence criminelle, de l'imprudence jusqu'au meurtre, ce qui fait une différence significative dans la peine potentielle. Nous aborderons la condamnation dans un instant concernant l'homicide involontaire lié à la mort d'un patient en 2019. Il a fallu attendre 2024 pour qu'elle soit condamnée dans cette affaire. Dans cette affaire, l'affaire de meurtre, sa patiente était décédée en mars de cette année et elle a ensuite été condamnée ici en octobre. Que pensez-vous de la rapidité et des différences de chronologie de cette affaire? Je pense que les procureurs ont pris l'affaire beaucoup plus au sérieux, surtout parce que, soyons honnêtes, Chris, cela a été une honte pour notre système de justice pénale qu'une personne tue quelqu'un que vous connaissez, soit condamnée pour homicide involontaire à plus de 4 ans de prison, puis libérée peu après, sous surveillance électronique où elle tue quelqu'un d'autre. Donc, vous savez, je ne dis pas que les décisions sont prises pour des raisons politiques, mais c'était certainement une tâche pour tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire précédente. Et ils veulent s'assurer que c'est quelqu'un de dangereux qui doit être retiré de la circulation pour qu'elle ne tue plus jamais. Un exemple que j'aime donner, c'est l'affaire Matthew Perry, n'est-ce pas? Vous aviez la reine de la kétamine qui avait déjà tué quelqu'un auparavant parce qu'elle leur avait fourni de la kétamine. Et puis, vous savez, elle recommence et elle tue Matthew Perry. Et évidemment, Matthew Perry est une célébrité. Et la réalité politique et pratique, c'est que ces affaires sont traitées différemment. Mais quand vous avez quelqu'un qui a maintenant tué 2 personnes, il y a un sentiment accru d'urgence pour faire avancer ces affaires. C'est intéressant car dans chaque affaire qu'elle a eue, c'est lié à ces injections d'augmentation des fesses qu'elle fait ou c'est si elle avait eu une arme à feu et tiré sur quelqu'un, cela aurait pu être un accident ou un homicide involontaire. Je ne sais pas si elle bénéficie du temps déjà purgé dans cette affaire, mais comme il s'agissait d'une procédure médicale pour laquelle elle n'était pas autorisée, elle finit par sortir et recommence aussitôt à exercer. Qu'est-ce qui entre en compte dans la décision d'un juge? L'homicide involontaire n'est pas une accusation légère, mais on finit souvent par tenir compte du temps déjà purgé. Et ensuite, elle se retrouve dehors, dans la rue, juste après.
C'est difficile de savoir ce que pense le juge. Maintenant, le juge l'a prévenue que si elle recommence, elle sera poursuivie pour meurtre. Donc il lui a littéralement dit. Maintenant, évidemment, elle n'a pas compris le message et elle était dehors, tu sais, en train d'injecter des gens. Tu sais, une partie, c'est le juge, une autre partie, c'est le procureur, et une autre partie, franchement, c'est le département de l'administration pénitentiaire. Et le fait que les prisons d'État de Californie et les prisons de comté de Californie sont surpeuplées, surtout quand il s'agit de détenus. Je veux dire, il y a des histoires où certaines purgent 10% de leur peine, 20%. Je veux dire, vous n'auriez jamais ça dans le système fédéral. Donc j'aimerais avoir une réponse. C'est surtout un problème de politique publique et de surpopulation carcérale. Tuer quelqu'un lors d'une procédure non approuvée par la Food and Drug Administration et sans autorisation constitue un crime. Vous n'avez aucune licence médicale. L'argument était, ils le font au Mexique. Bien sûr, ici, ce n'est pas le Mexique où de nombreux décès sont dus au tourisme médical. Il n'y a pas vraiment de défense légale ici. Recevoir seulement une tape sur les doigts, une surveillance électronique et rester libre après avoir ôté la vie à quelqu'un, même si c'était accidentel la première fois, ça ne me semble pas être un résultat juste, quelle que soit la façon dont on le regarde. Parce que, comme vous l'avez dit, si vous conduisez sous l'influence et que vous tuez quelqu'un, vous allez probablement passer plusieurs années en prison d'État parce que vous avez pris la vie de quelqu'un. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ici. Ce n'était pas le résultat juste, mais maintenant nous savons qu'elle va prendre 15 ans à perpétuité dans cette nouvelle affaire. Dans ce type d'affaires, un juge ou un procureur en poste politique est concerné de la même manière. Mais où est la responsabilité après qu'une chose pareille se produise? Parce que je pense à la famille de cette femme qui est décédée. Elle était mère de 2 enfants. Vous découvrez non seulement le choc de perdre votre proche, mais aussi qu'une femme a été relâchée très facilement, avec juste une tape sur les doigts. Qu'arrive-t-il à un juge ou à toute personne impliquée dans cette décision après coup? Chris, pas grand-chose. En fait, la seule conséquence possible est d'être évincé lors des élections. Le procureur doit bien sûr se présenter tous les 4 ans. Et je ne dis pas que c'était la faute de Nathan Hochman, tu sais, loin de là. Et les juges, ils peuvent être confrontés à un adversaire ici en Californie. Donc, ils peuvent être révoqués ou ils peuvent avoir un adversaire lors des élections. Et s'ils sont trop indulgents, ils peuvent avoir un adversaire. Du bureau du procureur du district pour dire « Hey, ce juge est responsable de la mort de quelqu'un ». Ils ne peuvent plus être poursuivis au civil grâce à une large immunité couvrant procureur et juge. Donc, il n'y aura pas d'argent qui ira dans la poche de la victime. Mais bien sûr, ces personnes pourraient perdre leur emploi. Et je connais les 2 dossiers. Elle a été reconnue coupable d'une accusation qui s'apparentait à effectuer une procédure médicale sans être certifiée pour le faire. Quelle est la peine juste pour cette accusation particulière en tenant compte des 2 fois? Vous savez, elle a déjà été condamnée une fois pour avoir effectué la procédure sans être certifiée. Et voilà que ça recommence. Clairement, cela ne l'a pas arrêtée la première fois. Oui, là, il y a cette accusation et l'aggravation pour blessure corporelle, ce qui porte à 3 ans. Au final, on va surtout parler de l'accusation principale, le meurtre au second degré, puni de 15 ans à perpétuité. Tout le reste, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important. Ce sont des délits mineurs, importants, car ils fournissent des preuves dans l'affaire, notamment sur sa licence. Cela n'aurait pas forcément été pris en compte, mais c'est sûr que ça l'est quand il s'agit d'un élément de l'accusation. En réalité, seule la première accusation et ses 15 ans comptent. Elle pourrait en avoir davantage. Vous le savez, 15 ans, c'est le minimum pour un meurtre au second degré. Je ne serais pas surpris si elle prend quelque chose comme 20 ans, étant donné qu'elle a recommencé si peu de temps après sa libération. Oui, quels seront les critères de cette décision? Parce que, encore une fois, si c'était un cas où elle conduisait en état d'ivresse et qu'elle avait déjà une condamnation pour homicide involontaire en conduisant ivre, je pourrais comprendre qu'elle reçoive une peine très lourde dans beaucoup d'États. Encore une fois, ouais, dans ce cas-là, c'est toujours un peu, je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'était une procédure médicale qu'elle effectuait. Je veux dire, combien d'années pourrait-elle prendre, sachant que le juge l'a déjà averti la dernière fois que si elle recommençait, il y aurait de très graves conséquences. C'est de la spéculation, là. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois. Je pense qu'il s'agit d'une affaire d'environ 20 ans. Vous savez, pour un meurtre au premier degré, on parle de 25 ans à perpétuité. Je ne dis pas qu'on en est là, que c'était un acte intentionnel visant à tuer cette femme. Mais je pense que 20 ans me semble juste étant donné que maintenant, vous avez tué une deuxième personne si peu de temps après le décès précédent. Vous êtes vraiment sorti et vous avez commencé à faire ça en sachant à quel point c'est dangereux.
Donc, vous savez, 15 ans comme minimum me semble peu, surtout compte tenu des circonstances aggravantes dont nous parlons. 20 ans me semble approprié si je devais deviner quelle serait la peine dans un cas comme celui-ci. Vous pensez qu'elle a environ 50 ans et semble un peu plus âgée. Donc on parlerait de quelqu'un qui, s'il purgeait toute la durée de cette peine, serait, vous savez, dans ses vieux jours au moment de sa sortie. On évoquait plutôt les gens qui sortent, et il est certain qu'elle a été libérée plus tôt la première fois. Si elle est condamnée à 20 ans, en sachant, comme on le disait à propos des détenus en Californie et de la fréquence à laquelle elles sont libérées, quel facteur déterminerait la durée réelle de sa peine de prison? Oui, je veux dire, il y a une possibilité de libération conditionnelle à un moment donné, non? On voit ça avec les Menendez ici. D'habitude, il faut purger environ la moitié de sa peine pour être même éligible à ce genre de choses. Donc, au moins 10 ans en prison. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais pour la date la plus proche, c'est sans doute le plus tôt possible. En cas de condamnation pour meurtre, il est difficile d'obtenir une libération conditionnelle dès la première demande. Donc, vous savez, des années à 2 chiffres, en espérant qu'elle purge sa peine au sein du département des services correctionnels dans une prison d'État ici, en Californie. Espérons que cela lui serve de leçon, ainsi qu'à tous ceux qui pratiquent ou subissent ces interventions. J'habite et travaille à Los Angeles. Je vois ces liftings brésiliens, des fesses partout. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi courants dans d'autres régions du pays. Écoutez, si vous le faites, consultez un professionnel compétent pour économiser quelques milliers de dollars. Je comprends, tout le monde ne peut pas se permettre ces procédures coûteuses. Mais vous jouez vraiment à la roulette et votre vie peut être en danger. Je voulais justement poser cette question en travaillant à Los Angeles. Vous savez, la chirurgie esthétique, c'est un peu... L'industrie de la cosmétique est énorme à Los Angeles et dans le sud de la Californie. À quelle fréquence voyez-vous des cas où les gens ne sont peut-être pas satisfaits de qu'est-ce que... Je veux dire, dans ce cas, une vie est perdue et je ne le prends pas à la légère. Mais l'idée que vous puissiez réellement avoir une affaire contre quelqu'un simplement parce que vous n'avez pas aimé comment une procédure s'est déroulée. Oui, j'ai vu toutes sortes d'opérations de chirurgie esthétique ratées ici à Los Angeles. Et, vous savez, ces personnes peuvent poursuivre pour faute professionnelle médicale. Il est assez rare que quelqu'un en meure réellement. Mais écoutez, ça arrive quand même, non? Vous, un cas célèbre. La mère de Kanye West est morte après une opération de chirurgie esthétique. Ça reste une intervention, vous voyez? Je ne dis pas qu'une injection soit identique, mais on est souvent sous anesthésie générale. C'est quand même une opération, non? Donc tu te mets vraiment en danger. Et évidemment, écoute, je comprends. Tu sais, je vis dans le monde du mannequinat et des réseaux sociaux, et je comprends pourquoi les gens font ça. Mais si tu vas le faire, va chez la bonne personne. Ne le fais pas faire chez toi par quelqu'un qui n'a pas de licence médicale. Quelle est la limite? De toute façon, elle n'avait pas la certification pour cette procédure. Mais où se situe la limite entre une affaire civile comme une faute professionnelle médicale et ce que nous avons ici, à savoir un homicide involontaire ou un meurtre? C'est la différence entre une simple négligence et de l'imprudence. Et l'exemple que j'aime donner, c'est, vous savez, si vous conduisez et vous savez, le soleil vous éblouit, ou vous jetez un coup d'œil à votre téléphone et vous heurtez quelqu'un, ça va certainement être un procès civil, n'est-ce pas? Vous allez être poursuivi pour homicide involontaire. Ce ne sera pas forcément une poursuite pour homicide involontaire avec peine de prison. Mais si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool et roulez à plus de 160 km par heure dans une zone limitée à 55 km par heure, si vous êtes vraiment imprudent, vous franchissez la limite entre simple négligence, procès civil et négligence criminelle, ce qui mène à des poursuites pour homicide involontaire. Dans ce cas précis, ce n'est toujours pas approuvé ni autorisé par la Food and Drug Administration, ce qui franchit vraiment la limite entre la faute professionnelle médicale et une poursuite pénale. Je ne fais que des suppositions, mais si elle a signé une décharge avant la procédure, aurait-elle une valeur juridique, même si ce n'est pas autorisé, même en considérant qu'elle n'était pas autorisée à faire la procédure? Vous signez une décharge disant « tout va bien se passer ». Est-ce que cela aurait eu un quelconque impact sur cette affaire? Pas forcément, Chris, évidemment, tu sais, enfin, nous sommes avocats, non? Tu sais, quelqu'un qui n'est pas autorisé ne peut pas représenter quelqu'un, même si la personne renonce à son droit d'avoir un avocat agréé. Il faut être agréé pour mener la procédure et gérer l'affaire. C'est quelque chose qui est, tu sais, une règle administrative ainsi qu'une règle pénale dans chaque État. Le client ou le patient ne peut pas y renoncer. Et puis enfin, est-ce que la famille aurait une quelconque possibilité? Je veux dire, contre qui pourrait-il se retourner au civil? Je veux dire, si c'est juste une personne qui fait ça,
Ont-ils un autre recours avec un avocat pour obtenir une compensation? Évidemment, il pourrait la poursuivre au civil, mais je ne pense pas qu'Adam ait beaucoup de biens, surtout si elle va être en prison. Si elle travaillait pour quelqu'un dans le cadre de son emploi, il pourrait poursuivre l'employeur d'Adam. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'elle travaillait pour quelqu'un qui avait une licence. Donc malheureusement, parfois dans ces cas-là, si la personne fautive n'a pas d'actifs, qu'il n'y a pas de couverture d'assurance, vous pouvez obtenir un jugement des dizaines de millions de dollars, mais il faut aller recouvrer ce jugement. Donc je ne sais pas s'il y aura un résultat financier qui pourra aider la famille de la victime ici. Malheureusement, il se peut que nous ne parlions ici que de justice pénale. Oui, nous verrons lors de la condamnation. Nima Romani, toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci pour cet échange. Bien sûr, Chris, à bientôt. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Seward. On se retrouve la prochaine fois.